Entendu aujourd'hui que les aliments peuvent vraiment définir le lieu qu'occupe le Canada dans le monde. Est-ce que vous pourriez parler des actions nécessaires pour bouger les aliments, d'être une priorité commerciale à être une priorité géopolitique élargie pour le pays? Quel en serait l'aspect? Quelles seraient les conséquences pour le secteur alimentaire du Canada si on pouvait le faire? Bon, ben, tout d'abord, merci de m'avoir invité à participer à cet événement et merci de m'avoir permis de vous rejoindre virtuellement de Londres. La question se pose. Euh, En fait, la question est très ample. En fait, qu'est-ce qui bouge les aliments du programme commercial normal au programme géopolitique? La réponse a beaucoup de composantes. Je n'en mentionnerai que quelques-unes. Tout d'abord, je pense que cela a été couvert dans beaucoup de commentaires d'aujourd'hui. Essayer d'utiliser comme levier et avoir une pertinence dans le monde. Alors, pour cela, le Canada doit être très bon. Il faut produire des produits qui sont absolument confiables par rapport à la sécurité alimentaire et la livraison opportune. Nous pensons que c'est l'un de nos avantages, mais on ne doit jamais prendre nos capacités pour acquises, non plus notre capacité logistique. Deuxièmement, il faut être devant tous les autres au monde par rapport à la recherche, l'innovation et la durabilité. Il faut savoir ce que veut le monde, non seulement maintenant, mais après cela, et après cela, et après cela, et pourquoi. Et dans ce sens-là, permettez-moi d'établir un bon exemple qui est celui de l'industrie des protéines du Canada. Et on le fait très bien et j'allégerais qu'on a besoin de beaucoup de projets d'infrastructures aquatiques pour mieux gérer les conséquences du changement climatique et nous avons besoin de solutions à long terme au Canada par rapport aux enjeux d'approvisionnement qui affectent les engrais et augmenter les capacités de production du Canada. On a aussi besoin de d'établissement de marques fortes au Canada de nos produits agroalimentaires. Non pas les marques d'entreprise ou provinciales, mais l'établissement de la marque canadienne avec des services avant et après le marché opportun pour pouvoir prouver qu'on est un fournisseur engagé et confiable. Et troisièmement, il nous faut inclure davantage d'agriculteurs dans nos missions commerciales et dans nos missions diplomatiques, comprenant les aliments, les occasions dans les différents pays et en mobilisant le soutien politique au pays. Et cela se fait de façon très efficace par les personnes à la base. Je veux utiliser l'un des points de tête bilier concernant la Chine aussi. Il faut être patient, il faut être clair et penser à long terme dans notre approche en ce qui concerne cette diplomatie, comprenant que l'approche actuelle de la Chine par rapport à sa propre sécurité alimentaire ne peut pas être travaillée de façon fondamentale. Elle est vaincue et c'est leur intérêt de soutenir et non pas de saper un système commercial multinational fondé sur le commerce. Il faut l'expliquer de façon répétée. En ce qui concerne la Russie, il faut combattre constamment leur façon d'être malhonnête et toute leur campagne de désinformation qui convainc beaucoup de pays en Afrique et dans le sud mondial par rapport au fait que l'insécurité alimentaire et la malnutrition sont affectées par les sanctions occidentales envers la Russie. Tout cela est vraiment quelque chose d'atténué, pour dire quelque chose plus calme que ce que je voudrais dire. L'insécurité alimentaire doit être éliminée d'ici le 2030 et le monde est allé exactement dans la direction
inadéquate pour cet objectif et a exacerbé cette crise cette dernière année. Et ceci est à cause de la guerre brutale et illégale, épouvantable de la Russie contre l'Ukraine. Putin est la menace la plus grande pour le monde aujourd'hui et il est la plus grande cause de l'insécurité alimentaire du monde et nous avons une tâche énorme en allant de l'avant pour contrer ces diplomates, ces trolls dans les médias sociaux qui mentent sans arrêt en son nom. Finalement, quand les crises ont lieu, comme par exemple la guerre en Ukraine, le Canada doit être rapide, flexible et proactif pour se mettre dans une position de leadership parmi des organismes internationaux concernant des enjeux alimentaire. Il ne faut pas arrêter, il ne faut pas se détenir. Nous sommes un membre de la FAO, du Programme alimentaire mondial, du GIFS et aussi de la Banque mondiale, du G7, de l'OTAN et beaucoup d'autres. Et il nous faut parler plus fort et il nous faut être plus visible, mais toujours stratégique et axé, sachant quels sont nos arguments et où nous voulons nous diriger au bout du film. Et je pense que le Canada a un rôle très important à jouer. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je veux revenir à quelques-uns de ces points dans quelques instants, mais je voudrais vous poser une question par rapport à votre temps en Londres. Vous étiez à Londres presque 12 mois déjà avant l'invasion de la Russie plutôt. Comment est-ce que le rôle que jouent les aliments de façon quotidienne a changé en passant de votre première à deuxième année? Cela a beaucoup changé. Pendant la première année, on a fait les choses typiques que font les missions étrangères, faire la promotion d'affaires et d'occasions canadiennes à l'étranger. On a fait des missions commerciales, on avait des délégations qui ont visité du secteur privé, des fermes, de gouvernements provinciaux qui faisaient des expositions commerciales. On voulait promouvoir des ventes et des investissements. Dans mes premières semaines ici, on a fini l'un des investissements dans la super grappe de protéines de l'Alberta. Et donc, c'était les affaires usuelles la première année. Deuxième année, on est beaucoup plus axé sur la sécurité alimentaire et un sentiment beaucoup plus fort de l'urgence des choses. L'organisme international maritime, le Conseil des graines, le Canada a été essentiel dans ces deux organismes immédiatement après l'invasion d'Ukraine pour assurer que l'IGC et l'organisme international de la migration puissent renforcer les Nations unies à condamner l'invasion russe et comment cela affecterait la sécurité alimentaire dans le monde. En plus de ces motions, ces deux organismes, l'IMO et l'IGC, ont tenu toute une série de webinaires ce dernier été et automne, obtenant les meilleurs experts au monde, les rassemblant, passant par toutes les statistiques et faisant des rapports concernant l'incidence de la guerre sur la capacité de production d'Ukraine. Et ils l'ont fait électroniquement. Ce fut fascinant de voir quand on voyait les régions affectées par le conflit et comment cela s'est perdu dans la production pendant une certaine période de temps, assurant que les données soient toutes recueillies et distribuées dans le monde entier, bien évidemment travaillant à l'initiative de grains de la mer Noire, faisant que les importations de l'Ukraine soient fonctionnelles et comme conséquence de l'initiative de la mer Noire, et bravo aux Nations unies et à la Turquie pour l'initiative, deux joueurs majeurs de cette initiative, à peu près 17,5 millions de tonnes ont été bougées pendant les 6 ou 7 derniers mois. Et c'est intéressant que 23 millions de tonnes ont été bougées sur terre, soit par camion ou par rail, et aussi euh, par le Danube. Alors que de soutenir cet effort mondial pour essayer de contourner
l'incapacité dans le système alimentaire ukrainien qui a été imposé sur Ukraine par la Russie, mais oui, ceci a fait une grande différence. Et l'insécurité alimentaire et la politique mondiale en matière des aliments est presque la conversation qui se passe tout le temps parmi les diplomates ici à Londres. Passons maintenant à Steve. On a dit que tu es connu comme l'un de nos plus connus négociateurs et tu as travaillé au système un système de formation qui a été un grand avantage pour le Canada auparavant. Mais maintenant, ça ne fonctionne pas si bien parce que le système a été fait pour faire que les aliments rentrent plus facilement au pays. Mais l'un des problèmes de l'insécurité alimentaire est de sortir des aliments des pays et de les passer de ceux qui les amassent à ceux qui en ont besoin pour alimenter leur population. Est-ce que vous pensez que le système actuel peut gérer sa situation actuelle à laquelle on fait face aujourd'hui ou qu'est-ce qui devrait changer? OK, merci Tyler. Tout d'abord, et merci pour l'invitation de vous rejoindre aujourd'hui. J'observe une grande partie de tout cela de façon virtuelle et c'est un congrès très intéressant. Mais je voudrais commencer par dire non, je ne pense pas que le système actuel peut aborder l'insécurité alimentaire. Je ne pense pas que cela puisse aborder beaucoup de pression dans le système. En fait, les règles ont été développées dans une période très différente. Il y avait une abondance d'aliments. Donc, on parle de subventions alimentaire, on poussait d'avoir un commerce où l'on a eu beaucoup d'adoptions parmi les pays pour pousser et faire avancer les choses. Et on a essayé de faire avancer de nouvelles règles qui rendraient tout le système juste que ce soit un petit pays ou un grand pays. Et le dernier est encore important, mais les autres ne sont pas si importants. Et maintenant, on est propulsé par d'autres types de thèmes. Euh, on passe du libre commerce au protectionnisme dans de différents pays. On s'est éloigné de la Chine, on a éloigné la politique du commerce, reconnaissant que la géopolitique a un rôle majeur euh, en ce moment et dans une certaine mesure, on s'éloigne d'être fondé sur les forces du marché dans l'économie et on passe à une approche de plus en plus interventionniste pour de différentes raisons. Donc, nous voyons que l'on parle davantage sur la stratégie industrielle, on parle de différentes façons de gérer l'économie mondiale. Et donc, tout cela est en train de changer toute la dynamique. Et je pense que si l'on parle d'un système fondé sur les règles, où les règles ne sont plus affectées, appliquées plutôt. L'Organisation mondiale du commerce ne le fait plus parce que les États-Unis n'envoient pas de membres, donc cela ne fonctionne plus du tout. Et je serais très surpris de façon favorable euh, si on faisait quelque chose contre cela dans les États-Unis dans l'avenir prévisible. Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient convaincus suffisamment par le système pour prendre des actions qui, selon eux, pourraient mettre en danger leurs propres intérêts. Donc, je pense que ce qui est en train de propulser les politiques commerciales en ce moment sont des types plus stratégiques d'approche avec de différents thèmes. On a l'enjeu du protectionnisme qui est un grand moteur là-dedans, mais on a vu la géopolitique qui arrive d'une certaine façon et une grande partie est axée sur la Chine. Les États-Unis sont très préoccupés en ce qui concerne aborder les enjeux relatifs à la Chine, la surproduction, les subventions, ce genre d'enjeux. Et le troisième point est celui du changement climatique. Comment aborder le changement climatique dans tout cela? Les États-Unis et d'autres pays du monde ont compris que si l'on prend une approche ferme et claire pour aborder le changement climatique, on peut aussi aborder le problème de la Chine.
ou des problèmes It's relatifs there's à la increasing Chine, talk parce about qu'il existe tying de market plus en plus de access to conversations environmental concernant performance. l'accès If au you're good rendement environmentally environnemental. performant, Si on you est get the access. on a un If bon you're not, rendement then you're going to have environnemental, to on pay obtient l'accès et maybe you're going to have to sinon, pay on va tariffs. devoir peut-être With the payer un penalties prix there. plus élevé So ou des this is tarifs. On a des pénalités peut-être. being talked about in Donc, on small en corridors of parle dans small de petits countries groupes so far, a small group dans of de countries. petits, But un I think petit that's groupe going de to pays increasingly jusqu'à drive présent, mais je pense que where we cela go from va here. être de plus en plus le So those moteur qui efforts va nous are diriger en underway, allant de and I think l'avant. from a food Donc, ces perspective, efforts sont en uh, chemin et je pense que food côté helped aliments, les complicate aliments the ont toujours été typical plus customers coming compliqués. Les across clients up typiques to 100 countries or more arrivent for some jusqu'à commodities 100 pays ou plus that you pour don't get in many quelques other sectors of the produits de economy. base et on ne l'obtient pas Food dans has a d'autres secteurs de sensitivity l'économie. to it Les aliments because ont it's une fundamental to our sensibilité survival parce que c'est that other commodities fondamental à la don't have. survie et d'autres Um, produits from de an base agriculture n'ont food pas cette perspective, the sensibilité. China Côté market is so agroalimentaire, today. euh, on, Um, we're not on trying a to le keep marché de la China Chine. out of the picture. On We n'essaie need to pas de keep the picture sortir in la as a Chine de supplier. l'image. On a besoin de la So Chine all au of moins those comme things make it acheteur. Donc, much toutes more ces difficult. choses font que And ça just soit briefly beaucoup on plus what could or difficile. should Et change, brèvement, I ce think first of qui all, devrait we need changer, to recognize je that pense the qu'il nous faut existing tout system d'abord is not reconnaître working, que le système and actuel ne it's not fonctionne likely pas to come back, et que ce n'est pas at least probable que anytime cela va soon. revenir au I moins don't see à any court sign terme. of the Je ne U.S. vois pas de looking signe to où go les back to the États-Unis veulent era when retourner they were à leading the l'ère charge où ils on étaient à la free tête supply-based de la open charge de markets. la libéralisation des They're not marchés. there, and Ils ne every sont pas successful là et negotiation toutes les négociations multilaterally has involved the U.S. in this multilatérales regard réussies as the impliquent main les country that États-Unis qui would poussent ensure fort that a comme le result pays took place. principal qui veut s'assurer que le résultat ait So, lieu. in order to Alors, do that, we need afin to de ce think faire, about, first il of nous all, faut penser improve the tout situation. We d'abord à need to améliorer la rebuild the situation. rules. Il nous We faut need to rebuild changer them, les not règles, simply il faut relying les on the ad rebâtir, non seulement trade en liberalization and the market regardant forces of market la access libéralisation and subsidies and commerciale, all of that l'accès au kind of thing, but how do marché, les we subventions et tout ce manage the genre de choses, mais introduction comment of gérer l'introduction further rules de that will be règles economic in nature? supplémentaires qui seraient de nature In areas like économique environment, dans des maybe domaines comme imposing l'environnement où economic l'on conditions imposerait because of des environmental conditions performance. économiques à cause How du would we fit all rendement that together? environnemental. Same with Comment food security. How faire do que tout we corresponde? Même provide chose the avec right la kind of sécurité incentives and alimentaire. work Comment incentives fournir les incitatifs ou to les ensure that countries are désincitatifs actually doing adéquats that? pour assurer que les Only market pays, en forces fait, isn't going le to do it. fassent? There has to be On n'aura incentives. pas de force So de how do we marché qui take vont le faire. Il faut what we've l'introduire. negotiated Alors, as trade comment prendre ce qu'on a dependencies and political négocié comme aids, accords commerciaux but comme base, recognize that mais there's going to be reconnaître en même temps inefficiencies qu'on associated va with that? introduire de façon délibérée des And I distorsions à think cela. Et je pense that's not que necessarily a cela n'est possible pas task. I don't even forcément think it's une the most tâche difficult possible. Je ne task, pense pas que ça but soit it's même something la we tâche need la plus to difficile, mais c'est spend a quelque lot of time on. chose à quoi il nous faut passer beaucoup de temps. Steve talked about distortions and distortions coming into the system. Alors, Steve a parlé des perturbations qui représentent des défis pour le Canada et certains d'autres représentent des opportunités. On a discuté de la durabilité et pour les Canadiens, je crois qu'il faut poser la question, comment est-ce qu'on peut tirer bénéfice de ces perturbations pour promouvoir la croissance? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, les défis et les avantages, les opportunités dans le futur? Oui, alors je suis présidente de l'ICPA, alors il peut changer n'importe quelle question. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être à Ottawa, d'entendre de vos progrès, les projets sur lesquels je travaillais il y a des décennies et de voir le progrès qui reste à faire. Alors, le sujet critique, je crois que c'est l'environnement, le climat et la sécurité alimentaire. Et la réalité dans le secteur
alimentaire, c'est que ceci représente un moment critique, un carrefour, disons. Et mes moments les plus mémorables dans cette industrie, ce sont les moments où nous avons travaillé ensemble. Il y a 20 ans, on n'avait pas ces industries divisées et maintenant, je regarde par exemple l'industrie des protéines. Nous sommes un exportateur, nous sommes diversifiés et nous avons des décisions critiques du perspective d'environnement, de climat. Il faut décarboniser les chaînes d'approvisionnement que nous avons, surtout en Amérique du Nord. Cela crée la possibilité de nous diversifier et on a de la demande. En Amérique du Nord, on a des possibilités je crois que chaque jour, je considère la possibilité des opportunités présentées, par exemple, par le commerce de l'huile végétale, du pétrole. Et je ne sais pas si c'était Chris qui a posé la question, comment est-ce que nous restons en concurrentiel? C'est un défi à l'intérieur de notre pays qui nous pouvons facilement nous réunir pour voir l'écosystème d'une manière plus élargie, mais cela veut dire que nous allons être mal à l'aise, et puis parce qu'il faut considérer le commerce, l'échange international pour tirer le plus grand bénéfice de ces opportunités et surtout du perspective climat-environnement. Et au Canada, nous savons innover, nous savons travailler ensemble et c'est un moment critique. Je travaille chez Cargill depuis 20 ans et j'ai eu le temps d'influencer nos décisions et au Canada, même situation, nous avons la possibilité au niveau national d'être un leader, mais il faut trouver cette solution. Excusez-moi, Tyler. Alors, pour nous, est-ce qu'il faut changer notre manière de penser et vous travaillez chez Cargill, mais vous étiez agricultrice en Saskatchewan et nous discutons les bénéfices et les avantages économiques, mais aujourd'hui, nous avons discuté la question de la sécurité alimentaire, un rôle différent que dans le passé et les avantages de la nourriture canadienne qui est également écologique. Et selon vous, comment est-ce qu'on change les avis ici? Pas seulement de vendre la nourriture canadienne dans le monde, mais du perspective sécurité, durabilité, le haut commissaire a parlé de créer des liens avec des agriculteurs, agricultrices. Votre opinion? Alors, la question, c'est quel est le problème qu'on essaie de résoudre? Est-ce que c'est la durabilité, l'écologie en soi? Non. Forcément, on essaie de réduire le réchauffement climatique. Alors, il faut réduire la volatilité de la production alimentaire et cela va impacter les flux alimentaires. Deuxièmement, il faut cibler et du point de vue politique ou personnel, ma passion en tant qu'agricultrice de Saskatchewan, il faut cibler les résultats que nous voulons voir. Nous avons des objectifs autour de l'émission des gaz à effet de serre, mais il faut travailler ensemble pour trouver les outils pour cette boîte à outils pour livrer ces résultats pour notre avantage.
Il faut envisager non pas seulement 4 ans dans le futur, c'est classique, il faut penser 2030, 2050, le perspective à long terme. Alors, un sujet critique aujourd'hui que je voulais discuter, c'est le besoin de stratégie. La première présentation aujourd'hui, on a discuté cela plusieurs fois et les 7-8 idées que le haut-commissaire a mentionnées, est-ce que c'est un peu la structure qu'on peut utiliser? Je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitiez faire. Mais vous trois, vous avez des approches différentes, y compris perspective gouvernement, perspective industrie. Mais quand nous envisageons une stratégie plus ambitieuse, ce n'est pas une nouvelle idée, mais livrer les résultats, c'est le bémol. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur le Haut-Commissaire, et pour innover, créer une stratégie et la mettre en œuvre. Oui, j'espère. On va voir dans le futur. Comme Steve a dit, en comparaison à nos premières années dans le département de l'agriculture, il y a plus de 20 ans, il y a eu beaucoup de changements, et de bons changements et de mauvais changements. Mais vous pouvez voir les composants qui travaillent ensemble, par exemple l'industrie des protéines, l'approche de ces industries à l'innovation. C'est vraiment le meilleur supercluster dans le pays et j'espère qu'on va voir plus d'investissements à travers cette organisation de l'industrie des protéines pour nous rendre le meilleur au monde. Et le concept du bureau agroalimentaire dans le Pacifique, en Asie, va être continué ailleurs pour réunir des services avant et après le marché plus près de nos clients au lieu de cette approche aléatoire. Dans le long terme, l'approche que Ted a mentionnée à long terme, les efforts de diplomatie envers la Chine, de reconnaître avec qui nous traitons, une grande puissance qui a recours souvent aux diplomaties de otages. Il faut renforcer l'idée que leur manière de gérer leur système agricole a tendance à échouer. Et s'ils veulent avoir des relations commerciales avec notre pays qui peut leur aider à résoudre leurs problèmes et faciliter cet échange international. Investir dans nos capacités de production, par exemple les grands projets d'infrastructure de l'eau en Alberta, Saskatchewan, qui vont nous donner la capacité de mieux gérer le flux imprévisible de l'eau. Et les sciences du climat nous disent que l'eau qui vient des montagnes va augmenter à cause du changement climatique, mais va être plus imprévisible. Et nous faut l'infrastructure pour équilibrer ces flux d'eau et en tirer bénéfice. Étant agile en répondant aux crises au niveau international, c'est critique pour nous en répondant à la situation en Ukraine. Le Canada a augmenté son engagement au programme mondial d'agriculture. On a investi dans les fermes dans l'ouest du Canada et on a augmenté la capacité de stockage en Ukraine et quand ils ne peuvent pas exporter les grains,
ils ont la meilleure capacité possible de stockage pendant l'hiver, par exemple, des choses pratiques comme ça. Et je crois que vous voyez les composants d'une stratégie qui se réunissent. Je crois, Tyler, il y a peut-être la bonne volonté entre les participants. Je crois qu'on a vu cela aujourd'hui pour travailler ensemble et de mettre notre pays dans une position d'être une partie prenante majeure dans le monde. Alors, pendant la journée, on a beaucoup entendu du rôle du Canada dans le monde, mais le titre de notre congrès n'est pas cela, mais n'importe quelle stratégie audacieuse va impliquer la production, augmenter la production alimentaire au Canada. Steve, on a discuté votre travail pendant votre carrière de créer ces règles, créer ces systèmes. On a fait référence au groupe d'Ottawa et le leadership qu'on essaie de montrer aujourd'hui, mais c'est peut-être un défi d'avoir le gouvernement en général qui crée ces systèmes pour produire plus de produits alimentaires dans notre pays et pour exporter ces produits. Qu'est-ce qu'il faut changer pour penser d'une manière plus stratégique sur les opportunités qui existent pour la nourriture canadienne en dehors du Canada? Oui, c'est la question la plus difficile. Le haut, Ralph, excusez-moi, le haut commissaire a donné de bons exemples actuels, des projets, des approches qu'il faut adopter. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'on transforme cela en stratégie? Le contenu n'est pas si compliqué. Même développer un système basé sur les règles qui comprend l'environnement, la sécurité alimentaire, ce n'est pas si difficile que ça. Mais voici ce qui est difficile, c'est l'engagement. Et nous avons de gros défis aux États-Unis, l'engagement sur les idées qui incluent d'autres pays. On a des problèmes avec la Chine, avec d'autres parties prenantes majeures dans le monde. Et comment est-ce que nous créons cela? Il faut commencer avec ces idées autour de l'innovation que nous pouvons proposer. Alors, créer quelques idées de base et commencer le processus de l'engagement avec nos alliés. Ted Billier nous a présenté le concept des pays qui sont des exportateurs majeurs. Il faut commencer à une petite échelle et puis créer à une plus grande échelle. Et j'ai toujours été surpris de la volonté d'autres pays de proposer des idées, de se présenter en tant que leader. Ce n'est pas forcément la solution finale, mais c'est de proposer des idées, de créer un dialogue. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à créer l'engagement sans les États-Unis, sans la Chine. Commencer avec des petits pays et avoir leur confiance. Bon, je vais vous poser cette question et ensuite revenir au commissaire. Chantal, est-ce qu'on a l'adhésion nécessaire au Canada? Sans parler de Beijing ou Washington ou Bruxelles ou d'autres petits pays, est-ce qu'on a l'appui à Ottawa et au sein du pays pour faire ce que Steve dit? Merci, Tyler. Quelques points. Je repense à il y a environ 12 ans. 12 ans? Oui. On faisait du travail sur la confiance du public au Canada.
Et on avait l'appui du public à ce moment-là. Est-ce qu'on l'avait, c'est-à-dire non, pas tout à fait. Est-ce qu'on s'est amélioré? Oui, énormément. Enfin, on parle de confiance, de la confiance du public parce que c'est essentiel. Donc, est-ce qu'on a l'adhésion? Ben, il faut tous se poser la question. Tout le monde ici a la même marque Canada. Allons-y, on sait ce qu'on peut faire. On a cette impulsion. Donc, je pense qu'il faut faire confiance au fait que les autres parties prenantes reconnaissent. Et en fait, il faut reconnaître qu'il y a de nouvelles parties prenantes. Il y a une décennie, je disais ça à Roy plus tôt aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait du côté commerce et au Canada, hein? Il n'y avait pas grand-chose. Santé Canada, oui, mais l'environnement n'en parlait pas du tout comme on en parle aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a de nouvelles parties prenantes, de nouveaux intérêts, et je pense qu'il y a de la confiance dans l'ensemble de la chaîne, et je regarde certains intervenants et avec qui la confiance a été érodée. Est-ce qu'il y a de la bonne volonté? Oui, certainement. Mais il faut aller de l'avant et se rallier autour de ça. Steve, est-ce qu'on a l'adhésion au Canada pour être le leader qu'on devrait être? Pas encore. Je ne crois pas. Je pense que c'est une situation le fou la poule. Je pense qu'il n'y aura pas d'adhésion jusqu'à ce que les gens comprennent la vision. Et si les gens peuvent se voir dans cette vision, c'est là qu'on peut avancer. Donc, je pense que la première étape, c'est de commencer à décrire qu'est-ce qu'on veut faire. Comment est-ce qu'on peut utiliser nos leviers internationaux? Comment est-ce qu'on peut produire notre nourriture de manière efficiente? Donc, ça n'a pas besoin d'être exhaustif, mais on veut commencer à attirer les gens. Oui, tout le monde est d'accord. Bon, on a besoin d'une stratégie, OK. Mais après ça, qu'est-ce que c'est une stratégie? Et il y a peut-être des gens qui vont baisser la main finalement. Il faut que tout ça ait du sens. Alors, si vous remettez votre casquette politique maintenant, ah non, non, j'ai pas le droit de faire ça. Bon, disons, travaillons à partir d'une hypothèse. Si le secteur venait et disait, voici notre vision, voici ce qu'on croit qu'une bonne stratégie serait. Est-ce qu'il y a une volonté d'agir du côté du gouvernement ou est-ce que c'est plus difficile? Eh bien, je ne veux pas sous-estimer l'ampleur du défi, mais je crois que oui. Et on n'a pas besoin d'avoir tout qui soit peaufiné pour aller de l'avant. Il y a des éléments très intéressants dans nos stratégies par rapport à la recherche, science, innovation, tout ça, et autres. Et c'est très probable qu'on ait consensus et appui plus facilement que, bon, pour certains points, plus litigieux. Donc, on commence par ce qui est plus facile. On avance et on continue. On avance et on continue. C'est comme ça que on continue de manière étapiste à avancer. Certaines zones sont plus faciles que d'autres et je pense que ça nous donne une impulsion. Les gens reconnaissent la nature stratégique de la nourriture au monde et le rôle du Canada, son potentiel en fait. Et la crédibilité aussi qu'a le Canada dans beaucoup de cercles mondiaux. Ça, c'est une chose que j'ai vraiment observée. À Londres, par exemple, on va au Conseil des Nations maritimes ou des produits céréaliers,
On n'est pas le pays le plus imposant dans la pièce, certes, mais il y a vraiment une crédibilité qui est là, qui est associée à notre historique. On est nettement à la hauteur et je pense qu'on devrait utiliser cette crédibilité. On joue dans la cour des grands et on peut, je pense, justement agir et le monde en sera heureux. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je reviens toujours à la même chose. La seule façon de faire avancer les choses de manière significative, c'est si ça devient une priorité nationale. J'aurais pu avoir des rencontres avec les Allemands et eux nous disent « Ah, telle chose, c'est une priorité. » On travaille avec eux dans le secteur public et on développe des stratégies pour le secteur automobile. Il y a d'autres pays qui s'y prennent de la même façon. Nous, on n'a jamais fait ça au Canada. Pas d'une manière directe où on veut vraiment rassembler des intervenants pour faire la promotion d'un secteur ou de quelques secteurs avec des cibles nationales. Je pense que ça tend à faire converger les ressources et les talents pour faire avancer les choses. Il y a peut-être un inconfort, oui, par rapport à ce processus de priorisation. Mais je pense que le secteur agroalimentaire pourrait ressortir du lot, certainement. Donc, je pense que l'idée, c'est de se donner un profil et des ressources et des cibles. Excellent. Alors, on va prendre maintenant des questions de l'auditoire. Juste avant ça, j'aimerais avoir des commentaires par rapport à la priorisation. Dominic Barton était là plus tôt aujourd'hui. Il a bien dit, il n'y a rien de nouveau dans la communauté de l'agriculture. On se dit constamment que le pays devrait nous utiliser à titre d'outil de priorité nationale. Qu'est-ce qui devrait changer pour que ça se matérialise? Ah oui. Je pense que ça se produit déjà un peu, cette conversation par rapport à la sécurité alimentaire, surtout quand on voit l'inflation. L'importance de la nourriture ne peut être sous-estimée. L'ambassadeur de la France, tout à l'heure, nous a dit peut-être qu'on n'a pas le même sentiment d'urgence, mais on commence à se sentir drôlement pressé. Moi, je remarque ce que la nourriture me coûte et pour être parfaitement transparente, je gaspille beaucoup moins de nourriture qu'avant. Donc, je pense que c'est intéressant. Du point de vue du grand public au Canada, le consommateur ressent davantage les effets de la chaîne alimentaire, des systèmes alimentaires aussi, mais voilà, on en est ici. La question secondaire à ce moment-là, c'est est-ce une priorité nationale? Est-ce qu'on peut justement se concentrer sur ces livrables? Quelles sont ces étapes à franchir sur lesquelles on serait d'accord pour se rendre là où on veut se rendre? Je pense que certainement, on a une contribution à apporter. C'est maintenant l'occasion de mettre ça de l'avant. Mais il faut de nouveau reconnaître que ce n'est pas seulement une question d'agriculture. Il y a beaucoup plus d'intervenants qui sont en jeu, beaucoup plus dans cette conversation qu'il y a 20 ans. Et moi, je n'ai pas les réponses, mais je sais que si on n'essaie rien, on n'arrivera à rien. N'est-ce pas? Qui n'ose rien n'a rien. Donc, je pense que qu'il faut commencer à agir. Voilà. Donc, moi, je suis curieuse de poser la question aux autres aussi. Oui, je voulais demander à Steve. Les négociations commerciales prennent beaucoup de place. Et je pense que c'est très différent, ou c'était très différent il y a quelques décennies par rapport à maintenant. Quelle est la répercussion de ceci sur le système alimentaire? Eh bien sûr, ça complexifie les choses. C'est un plus grand défi. Ce que j'observe, c'est que le plus de temps qu'on peut passer avec les parties prenantes, peu importe d'où ces parties prenantes viennent, le mieux. Et graduellement, au fil du temps, on apprend
de leurs intérêts et eux commencent à vous entendre par rapport à comment on peut co-développer cette stratégie, quelles sont les contraintes, quelles sont les occasions à saisir. Si on passe suffisamment de temps avec les parties prenantes, et c'est ce que j'essaie de faire moi-même, on commence à devenir plus étroitement liés, on commence à converger, en fait, par rapport à une trajectoire. Une fois que ça c'est fait, on peut vraiment avancer. Mais oui, il faut investir beaucoup de temps. Ah oui, j'aimerais renforcer ce point. C'est quelque chose qui fait partie de la feuille de route canadienne par rapport aux négociations sur les négociations commerciales. Voilà. Il faut bien connaître les parties prenantes et leur donner confiance par rapport à ce que vous faites et quels sont les enjeux. Il y a d'autres pays, incluant celui où je suis, où ça ne fait pas partie de leur bagage. Les négociateurs font leur travail et informent les parties prenantes par après de ce qui a été fait a posteriori. Et ça ralentit les choses. Ça vient miner, malheureusement, sa crédibilité à long terme. Donc, oui, l'interaction avec les parties prenantes, c'est absolument critique. Et quelle est la leçon à tirer pour le secteur de l'agriculture? On parle de la communauté, des intervenants du milieu, que ce soit donc les producteurs, les transformateurs. Il y a des gens qui sont là aussi du milieu des affaires étrangères, de la défense nationale, les groupes environnementaux aussi participent maintenant beaucoup aux conversations par rapport à l'agriculture, beaucoup plus qu'il y a 10 ou 20 ans. Quelles sont donc les leçons à tirer maintenant qu'on parle de ces interactions complexifiées et pour essayer de rallier les gens? Effectivement, et ça fonctionne dans les deux sens. Les négociateurs doivent rester près de leurs parties prenantes. C'est tout à fait vital. Un secteur aussi critique doit identifier qui sont ces parties prenantes, que ce soit dans la sphère environnementale ou dans d'autres sous-communautés qui ont leurs propres intérêts, qui influencent le milieu de l'agriculture et qui est affecté par l'agriculture. La communication, c'est un point clé. Quelqu'un d'autre l'a mentionné plus tôt aujourd'hui, et c'est bidirectionnel. Il faut être d'une bonne écoute et on doit bien s'exprimer aussi. Chantel, lorsqu'on parle des parties prenantes en agriculture au Canada et ailleurs dans le monde, qu'est-ce qu'ils disent? Quelles leçons devrait-on tirer à partir de ce qu'ils disent? Eh bien, l'une des choses, il y a plusieurs points. Premièrement, nos parties prenantes sont très différentes, mais on apprend énormément d'eux. Je vais utiliser ici un exemple simple au sein du Canada. Donc, la table pour le bœuf durable. C'était McDonald's qui travaillait avec WWF et autres. Et voilà. Et ces parties prenantes évoluent, mais on doit être inclusif. Pas à court terme, mais à long terme. Personne n'a toutes les bonnes réponses, mais il faut développer cette agilité. Je pense qu'on en a parlé beaucoup aujourd'hui. Deuxièmement, on a parlé du Canada et des débouchés commerciaux. Et il y a des gens en Amérique du Sud, des gens en Australie. Devinez quoi? Eux aussi, ils ont une belle production. Nos systèmes sont sensiblement les mêmes. Ils font face aux mêmes défis. Ils ont innové beaucoup. Donc, il y a des occasions ici à saisir. Nos intérêts sont similaires. Donc, je pense que c'est
ce point de vue, que ce soit donc avec cette sphère ou autrement, par exemple en Europe, quels sont certains des outils du futur qu'on peut utiliser en innovation, tout ça. Donc, je pense que c'est à ça qu'il faut s'attarder, pas juste les intervenants nécessaires aujourd'hui, mais aussi ceux de demain. Quels sont nos intérêts partagés? Et il y a des cibles faciles à aller chercher et atteindre ici. Oui, et c'est une des questions qu'on n'a pas préparées à l'avance, mais l'innovation, on en a parlé plusieurs fois. Mais l'accès au marché pour l'innovation, pour des produits innovateurs, c'est problématique. Certains outils que nous utilisons comme carcass washes, ça c'est une barrière à l'accès. Si on parle des approbations, de la biotechnologie, tout ça, tout ce qui est donc outils qui rendent les choses plus durables, eh bien, il y a toujours des barrières. Bilatéralement, qu'est-ce qu'on devrait faire pour résoudre ces points de tension, ces irritants? Eh bien, ces irritants ont été vus comme étant impossibles à éradiquer depuis que j'ai commencé à travailler dans le domaine. On peut faire un peu de progrès ici et là, mais pas vraiment de percée, pour ainsi dire. À moins de parler de quelques cas isolés. Je pense qu'on en a parlé plus tôt, les contraintes du marché avec l'AECG. Eh bien, on le savait, ça, avant. L'Europe nous a dit, dès le départ, qu'ils n'allaient pas changer les choses. Et eux avaient un point de vue très différent par rapport à comment traiter les carcasses, par exemple, avant de les transformer. On avait des pratiques ici qui étaient très différentes de leurs. Donc, avec cette situation, on essaie de vendre quand même en Europe. Il faut trouver une trajectoire par rapport à leur notion de l'hygiène alimentaire qui est très différente de la nôtre. Si on veut vendre quelque chose à un client, il faut bien leur donner ce qu'ils veulent. Il y a peut-être certains cas du contraire, mais je pense qu'en Europe, ils n'ont pas développé leur système d'inspection alimentaire comme étant une autre couche de protectionnisme. C'est développé à l'interne, tout simplement, pour assurer l'innocuité alimentaire en fonction de comment ils perçoivent ça. Donc, il faut modifier ce qu'on propose à un client. Bon, ça peut être très complexe, dépendamment des marchés. Donc, il faut faire beaucoup plus de travail pour avoir une compréhension commune de la meilleure approche. Si la meilleure approche côté environnemental, c'est de négocier multilatéralement, alors on peut le faire. Quelle est la façon la plus efficace d'harmoniser l'inspection alimentaire? Ça, c'est un grand défi. Mais voilà, il faut les surmonter. Si on parle ici de résultats partagés, est-ce que ça serait aidant? Oui, je pense que ça va varier un peu d'un marché à un autre. Et ça, je pense que ça peut se produire par rapport à négocier une résultante en Afrique ou en Asie, où le potentiel d'achat n'est pas le même. Parfait, il nous reste que quelques minutes. Je vais vous poser la même question à tous les trois. On essaie de tout arrimer. Quelle serait une chose à laquelle vous voulez que les intervenants réfléchissent par rapport à la sécurité alimentaire mondiale? Monsieur le Haut-Commissaire. Eh bien, le monde qui a faim a besoin du Canada et le Canada a beaucoup de capacités de production, innovation aussi, et capacité en recherche. On doit y mettre notre expertise canadienne.
très clairement lui donner une vitrine, un rayonnement, et je pense que le monde, à ce moment-là, va se rendre compte de ce qu'on a à offrir dans le secteur, et ce sera très attrayant. Si on s'y met, comme on l'a fait pour d'autres questions dans le passé, on va trouver des solutions. Un point technique. On veut s'assurer d'harmoniser les choses entre nos scientifiques, en fait, de favoriser la communication. Les scientifiques en lien avec la réglementation, c'est fantastique. Ce qu'on peut faire si on les rassemble, si on les met dans une même pièce et qu'ils se rendent tous compte qu'ils parlent de la même chose. Donc, communication. Communication de la capacité canadienne. Faites-la rayonner. Steve. Eh bien, je pense qu'il faut tous garder à l'esprit qu'on ne veut pas seulement des solutions ad hoc. On veut aller résoudre les problèmes sous-jacents. Donc, on a de grands avantages par rapport à la sécurité alimentaire au Canada. On a des avantages aussi côté environnemental. Nous sommes vus comme un bon partenaire commercial. On n'a pas tout le bagage de l'Europe, des États-Unis et encore moins de la Chine. Donc, on est quand même les bienvenus, accueillis à bras ouverts dans la plupart des marchés. Ce que j'aimerais vous dire, ce sera peut-être une surprise, mais si le Canada veut tirer profit de tout ça, eh bien, on ne peut pas s'asseoir en spectateur et se croiser les doigts. Non, il faut aller au-devant des choses. On doit développer des stratégies, trouver des façons de les matérialiser et aller convaincre d'autres gens d'embarquer avec nous. On a besoin d'un plan. Chantel, moi, je ne peux pas me restreindre à une seule chose. Premièrement, vision long terme. C'est un projet à long terme ici, pour le prochain siècle au minimum. On a besoin de cette vision, mais on a aussi besoin d'être bien conscient des enjeux à court terme. On ne veut pas créer des enjeux pour plus tard. Et pour faire ça, eh bien, il faudra déplaire à une ou deux personnes. Il faut être de plus en plus confortable avec l'inconfort. Il va y avoir des gagnants et des perdants. Quand on parle des achats, de la consommation, donc il y a des différences régionales aussi. Il faut reconnaître qu'il faudra apprivoiser certains inconforts. Il faut changer notre façon de voir aussi les choses. Il faut voir les choses et les prévoir pour les prochaines décennies. Et je vais mentionner une chose. Les gens, que ce soit les fermiers, que ce soit les scientifiques, on a besoin d'une stratégie robuste en matière de personnel de ressources humaines. Et l'agriculture doit devenir une destination pour la main-d'œuvre, pas un passage temporaire. Ça doit être ça notre aspiration. Et si donc on attache tout ça ensemble, je pense qu'il y a énormément d'occasions de croissance. Super. Merci beaucoup à nos panélistes.